Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 9, le pouce de l'ingénieur, suite. Je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir interrompu et veuillez continuer votre si captivant récit. Nous partîmes donc, ainsi que je vous le disais, et roulâmes pendant au moins 1 heure. Le colonel Lysander Stark m'avait dit qu'il n'y avait que 7 milles, mais à en juger par la vitesse où nous allions et par le temps que dura le trajet, je croirais plutôt qu'il y en avait pas loin de 12. Il continuait toujours à ne pas dire un mot, et chaque fois que mes yeux se portaient sur lui, je remarquais qu'il m'épiait avec la plus vive attention. Sans doute les chemins ne sont-ils pas fameux dans cette région, car nous étions sans cesse cahotés et souvent même projetés de droite et de gauche. J'essayais de regarder par les portières afin de voir par où nous passions, mais les glaces étaient en verre dépoli, et c'est tout juste si l'on pouvait distinguer quelques vagues clartés lorsque nous passions devant une lumière. De temps à autre, je tentais d'amorcer la conversation afin de rompre la monotonie du voyage, mais le colonel ne me répondait que par monosyllabes, et nous ne tardâmes pas à retomber dans le même silence qu'auparavant. Enfin, les cahots de la route firent place à un roulement plus moelleux sur une allée de gravier, et un moment après, la voiture s'arrêta. Le colonel Lysander sauta à terre et aussitôt que je fus descendu à mon tour, m'entraîna vivement sous un porche béant en face de nous. Nous venions à peine de quitter la voiture que nous étions déjà dans le vestibule et il me fut absolument impossible d'entrevoir, ne fût-ce qu'un instant, la façade de la maison. Dès que j'en eus franchi le seuil, la porte se referma lourdement derrière nous et j'entendis confusément le crissement des roues de la voiture qui s'éloignait. Il faisait noir comme dans un four à l'intérieur de la maison, et le colonel se mit à chercher à tâtons des allumettes en bougonnant entre ses dents. Soudain, une porte s'ouvrit au fond du vestibule, et un long rayon de lumière jaunâtre se trouva projeté dans notre direction. Puis, le vestibule s'éclaira davantage, et nous vîmes apparaître une femme qui tenait une lampe à bout de bras au-dessus de sa tête et se penchait en avant pour nous regarder. Je me rendis compte qu'elle était jolie, et les reflets soyeux que prenait sa robe sous la lumière me laissèrent supposer qu'elle portait une toilette de prix. Elle prononça quelques mots en langue étrangère sur un ton interrogatif, et la réponse monosyllabique que lui adressa d'un air bourru le colonel parut lui causer un tel saisissement qu'elle faillit en lâcher sa lampe. Alors le colonel s'approcha d'elle, lui chuchota quelque chose à l'oreille, puis la repoussant dans la pièce d'où elle venait de sortir, revint vers moi en tenant lui-même la lampe dans sa main. « Voulez-vous avoir l'obligeance de m'attendre ici quelques minutes ?» dit-il, ouvrant une autre porte et me faisant entrer dans une pièce modestement meublée, au centre de laquelle il y avait une table ronde jonchée de livres allemands. « Je reviens dans un instant !» ajouta-t-il en posant la lampe sur un harmonium placé auprès de la porte et en s'éloignant dans l'ombre. Je jetai un coup d'œil sur les livres éparpillés sur la table, et bien que ne sachant pas l'allemand, je vis que 2 d'entre eux étaient des traités scientifiques et les autres des volumes de poésie. Ensuite, j'allai jusqu'à la fenêtre, espérant avoir ainsi un aperçu du paysage, mais je m'aperçus qu'elle était masquée par d'épais volets de chêne assujettis à l'aide d'une solide barre de fer. Il régnait à l'intérieur de cette habitation un silence extraordinaire que troublait seul le tic-tac d'une vieille horloge quelque part dans le vestibule. Une vague sensation de malaise commençait à s'emparer de moi. Qui étaient ces Allemands, et que faisaient-ils donc pour habiter ainsi dans cette étrange demeure écartée ? Et en fin de compte, où étais-je ? Je savais bien que je devais me trouver à une dizaine de milles d'Eyford, mais c'est tout. Était-ce au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest ? Je n'en avais pas la moindre idée. Au reste, Reading et d'autres grandes villes se trouvaient dans le même rayon. Donc l'endroit où j'étais ne devait pas être, somme toute, si écarté. Et cependant, à en juger par le calme absolu qui nous environnait, nous devions être incontestablement en pleine campagne. Je me mis à marcher de long en large à travers la pièce, en fredonnant un air pour me donner du courage. Décidément, je commençais à estimer que mes 50 guinées seraient de l'argent bien gagné. Tout à coup, au milieu du silence absolu, et sans qu'aucun bruit de pas à l'extérieur l'eût laissé présager, la porte de la pièce dans laquelle j'attendais s'ouvrit lentement. La femme apparut sur le seuil, se détachant sur le fond sombre du vestibule qui était derrière elle, et fortement éclairé par devant par la lumière jaune de la lampe posée sur l'harmonium. Son beau visage était bouleversé par une telle expression de frayeur que j'en fus moi-même tout saisi. Elle leva un doigt tremblant pour me faire signe de me taire, et tout en se retournant pour jeter des coups d'œil apeurés derrière elle, me jeta quelques mots en mauvais anglais. « À votre place, je partirais, me dit-elle en faisant,
me sembla-t-il, de grands efforts pour rester calme. À votre place, je partirai, je ne resterai pas ici. Il n'est pas bon pour vous de rester ici. Mais madame, objectai-je, je n'ai pas encore fait ce que je suis chargée de faire, je n'ai pas encore examiné la machine. Il est inutile que vous attendiez, reprit-elle. Vous pouvez franchir la porte, personne ne vous en empêchera. Puis, voyant que je secouais la tête en souriant, elle abandonna subitement toute contrainte et fit un pas vers moi en se tordant les mains. « Pour l'amour du ciel, murmura-t-elle, allez-vous-en d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » Mais je dois vous dire que je suis têtue de mon caractère et me désiste d'autant moins volontiers que je vois se dresser un obstacle devant moi. Je pensais à mes 50 guinées perdues, au fastidieux voyage que j'aurais fait pour rien, à la désagréable nuit qui me serait réservée sans doute. Ne serais-je donc venu là que pour m'entendre dire cela? Allais-je donc me sauver comme un voleur avant d'avoir exécuté le travail qui m'était confié et sans empocher l'argent qui m'était dû? Et qui me prouvait que je n'avais pas tout bonnement affaire à une malheureuse atteinte de la folie de la persécution? Bien que plus sérieusement ébranlé par son attitude que je ne voulais me l'avouer à moi-même, je lui opposai donc un refus énergique en lui exprimant ma ferme volonté de rester. Elle allait déjà se remettre à me supplier de partir quand on entendit une porte claquer à l'étage au-dessus et des pas descendre l'escalier. Elle prêta l'oreille un moment, leva les bras d'un geste désespéré et disparut aussi brusquement et aussi silencieusement qu'elle était venue. Un instant après, je vis entrer le colonel Lysander Stark accompagné d'un homme gros, à barbe frisée et à double menton qu'il me présenta sous le nom de M. Fergusson. « C'est mon secrétaire et gérant » ajouta le colonel. « Dites-moi, j'avais l'impression d'avoir fermé cette porte tout à l'heure en sortant. Je crains que vous n'ayez été incommodé par le courant d'air. »« Au contraire, répliquai-je, c'est moi qui l'ai ouverte parce que je trouvais qu'on manquait d'air. » Il me décocha un nouveau coup d'œil soupçonneux. « Eh bien, si nous nous occupions un peu de cette affaire, insinua-t-il, venez avec nous, M. Fergusson et moi, nous allons vous montrer la machine. »« Il vaut sans doute mieux que je prenne mon chapeau, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, ce n'est pas la peine, elle est dans la maison. »« Comment ? C'est dans la maison que vous extrayez cette terre à foulon ? » ?»« Non, non, mais c'est là que nous la compressons. Du reste, ne vous inquiétez pas de cela. Tout ce que l'on vous demande, c'est d'examiner la machine afin de nous dire ce qu'il faut faire pour la remettre en état. » Nous montâmes l'escalier tous les trois ensemble, le colonel en tête avec la lampe et le gros géant et moi derrière. C'était un véritable labyrinthe que cette vieille maison, avec tous ses corridors, ses couloirs, ses escaliers étroits et tournants et ses petites portes basses au seuil creusé par plusieurs générations. Sortis du rez-de-chaussée, on ne voyait plus ni tapis ni meubles d'aucune sorte, et partout le plâtre se détachait des murs, laissant apparaître des plaques d'humidité verdâtre et malsaine. J'essayais de prendre un air aussi dégagé que possible, mais tout en n'ayant pas voulu tenir compte des avertissements qui m'avaient été donnés, je les gardais toujours présents à la mémoire et tenais constamment à l'œil mes deux compagnons. Fergusson me faisait l'effet d'un homme taciturne et morose, mais les quelques mots que je lui entendis prononcer me montrèrent que c'était en tout cas un compatriote. Le colonel Lysander Stark s'arrêta enfin devant une porte basse qu'il ouvrit à l'aide d'une clé. Cette porte donnait accès à une petite pièce carrée tellement exiguë qu'il semblait impossible qu'elle pût nous contenir tous les trois. Fergusson resta dehors et le colonel m'y fit entrer avec lui. « Nous sommes à présent, m'expliqua-t-il, à l'intérieur même de la presse hydraulique et ce ne serait vraiment pas drôle pour nous si quelqu'un s'avisait de la faire fonctionner. Le plafond de cette petite casemate est en réalité le dessous du piston qui est refoulé jusqu'à ce plancher métallique avec une force de plusieurs tonnes. Il y a extérieurement de petites colonnes latérales renfermant de l'eau qui reçoivent la force et la transmettent en la multipliant selon un principe que je n'ai pas besoin de vous expliquer puisque c'est votre partie. À vrai dire, la machine fonctionne encore assez bien, seulement son mouvement s'est ralenti et elle a perdu de sa force. Voulez-vous avoir l'obligeance de l'examiner et de nous dire ce qu'il faudrait faire ? Je lui pris la lampe des mains et vérifiai soigneusement toutes les parties du mécanisme. C'était en vérité une machine très puissante et capable d'exercer une pression énorme. Mais quand je ressortis et que j'appuyai sur les leviers de commande, je me rendis compte au bruit anormal qui se produisait qu'une légère fuite laissait refluer l'eau dans un des cylindres latéraux. En y regardant mieux, je m'aperçus alors que le caoutchouc qui garnissait la tête de l'une des tiges s'était raplati et n'appliquait plus le long du cylindre dans lequel elle fonctionnait. C'était là, à n'en point douter, la cause de la déperdition de force, ainsi que je le fis constater à mes deux compagnons.
Ils m'écoutèrent avec une vive attention et me demandèrent quel serait le moyen le plus pratique de remédier à cet état de choses. Après leur avoir fourni les indications qu'ils réclamaient, je retournai dans la petite casemate constituant l'intérieur de la machine et l'observai minutieusement afin de satisfaire ma curiosité d'homme de métier. Il était facile de se rendre compte, du premier coup d'œil, que cette histoire de terre à foulon ne tenait pas debout, car il était absolument inadmissible que l'on employât une aussi puissante machine pour exécuter un travail aussi simple. Les parois de la casemate étaient en bois, mais ce qui lui tenait lieu de plancher ressemblait à un vaste creuset de fer, et en me baissant pour le voir de plus près, je m'aperçus qu'il était entièrement revêtu d'une espèce de croûte métallique. Intrigué, je m'étais déjà mis à gratter avec mon ongle pour voir ce que c'était, lorsque j'entendis proférer une exclamation en allemand derrière moi, et m'étant retourné, m'aperçus que le squelettique colonel avait les yeux fixés sur moi. « Que faites-vous là » me demanda-t-il. J'étais furieux de voir qu'il m'avait berné en me racontant cette fable invraisemblable. « J'admire votre terre à foulon, lui répondis-je, mais si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je crois que je pourrais vous donner de plus utiles conseils au sujet de votre machine si vous me disiez à quoi elle sert réellement. » Je n'avais pas achevé ma phrase que je compris avoir commis une stupide imprudence. La figure du colonel s'était brusquement durcie et des éclairs menaçants flambèrent dans ses yeux gris. « Très bien, me dit-il, vous allez apprendre tout ce que vous désirez savoir. » Et se rejetant brusquement en arrière, il claqua sur moi la petite porte et donna un tour de clé. Je me relevai d'un bond et cherchai à tourner le bouton, mais il n'y avait rien à faire, et j'eus beau frapper sur la porte à coups de poing et à coups de pied, rien n'y fit, elle était inébranlable. « Oh là !» hurlai-je. « Oh là ! Colonel, ouvrez-moi !» Tout à coup, dans le profond silence qui m'environnait, j'entendis deux bruits qui me glacèrent d'horreur. Celui du levier de commande que l'on repoussait et celui de l'eau filtrant par la fuite du cylindre. Le misérable venait de mettre la machine en marche. La lampe se trouvait encore par terre à côté de moi où je l'avais posée pour examiner le creuset. À la lueur qu'elle projetait, je vis le noir plafond descendre lentement sur moi, d'un mouvement lent et saccadé, mais avec une force qui, je ne le savais que trop bien, allait dans quelques instants me broyer et me réduire à l'état de bouillie informe. Je me ruais comme un fou contre la porte en hurlant, je me déchirais les ongles contre la serrure, je suppliais désespérément le colonel de me délivrer, mais l'impitoyable grondement du mécanisme étouffait mes appels. Déjà le plafond n'était plus qu'à 1 ou 2 pieds au-dessus de ma tête, et en levant la main je pouvais en sentir la surface dure et rugueuse. Alors tout à coup, une pensée me vint comme un éclair. La mort qui allait me frapper serait plus ou moins atroce, selon la position dans laquelle je serais placé à l'instant fatal. Si je me couchais à plat ventre, le poids se porterait d'abord sur ma colonne vertébrale, et je frémis à l'idée de l'effroyable rupture qui s'ensuivrait. Peut-être, dans la position inverse, la mort serait-elle moins épouvantable après tout, mais aurais-je le courage de rester étendu sur le dos et de regarder descendre sur moi cette masse inexorable et noire ? Déjà, il ne m'était plus possible de me tenir debout, quand soudain mes yeux se portèrent sur quelque chose qui me rendit une lueur d'espoir. J'ai dit que si le plafond et le plancher étaient de fer, les parois par contre étaient de bois. En jetant rapidement un dernier regard autour de moi, j'aperçus dans l'interstice qui séparait deux planches un mince filet de lumière jaune qui allait en s'élargissant de plus en plus au fur et à mesure qu'un petit panneau s'ouvrait. Sur le premier moment, je crus rêver. Serait-il donc possible qu'il y eût là une porte par laquelle je pourrais échapper à la mort ? Mais l'instant d'après, je m'étais élancé à travers l'ouverture et je tombais à demi évanoui de l'autre côté.